Il y a quelque temps, ma fiancée et moi-même, nous nous sommes lancés un défi, celui d'aller à Rome en calèche tiré par 2 ânes. Il nous a fallu plus de 4 mois pour atteindre notre objectif. Ça a été une aventure que nous avons partagée tous les jours sur les réseaux, précisément sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage. Tous les jours, j'ai filmé tel un carnet de voyage pour raconter nos péripéties. Au total, j'ai sorti plus de 57 vlogs. Donc des fois, un vlog égale une journée d'aventure. Et puis des fois, dans un autre vlog, on pouvait avoir résumé 1, 2, 3 ou 4 journées. Alors, quelle est la vidéo que vous êtes en train de regarder? Je vais résumer en 1 minute chaque vlog. Il y a eu 57 vlogs, donc en 57 minutes, vous aurez l'intégralité de l'aventure. Dit autrement, c'est comme une sorte de sommaire. Et si vous êtes curieux de revivre un passage, dans la description, j'aurai chapitré tous les vlogs et vous avez juste à cliquer et ça vous ramène au vlog en question pour le visionner dans son intégralité. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Je ne suis pas du style à vouloir étirer, c'est-à-dire que je vais pas vous faire 10 000 vidéos supplémentaires sur le pionnier. Pour moi et pour Charlotte qui est en train de filmer, l'aventure est terminée et on a déjà plein d'autres projets, on a envie de passer aussi à autre chose. Mais pour la période des fêtes, je voulais quand même essayer ce format, voir ce que ça peut donner. Peut-être que parmi vous, beaucoup de gens qui nous ont suivis sur l'aventure des pionniers ont maintenant 36 000 questions à nous poser. On est où? Où est la calèche? Où sont les ânes? On essaiera de faire un live prochainement sur cette chaîne YouTube où on répondra à ces questions. Je tiens encore à vous remercier pour la réception que vous avez fait au tout dernier épisode de l'aventure Les Pionniers, le vlog 57, qui était un des meilleurs vlogs, un des plus grands, 1h45. C'est une des vidéos qui m'a demandé le plus de travail sur toute ma chaîne YouTube. Ça fait plus de 12 ans que je suis sur YouTube. Cet épisode 57, ça a été le projet le plus abouti. Donc c'était une vidéo qui me tenait énormément à cœur et je voulais vous remercier pour la réception que vous lui avez faite. Bref, j'ai assez parlé, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je vais résumer en 1 minute chaque vlog. 1 minute par vlog, le dernier vlog étant bien plus long, peut-être que lui durera 1 ou 2 minutes. Je rappelle qu'il y a dans la description le timecode correspondant au vlog si vous voulez revoir les passages en intégralité. C'était Céleste Grant, je vous souhaite un bon visionnage et surtout je vous souhaite de bonnes fêtes. Ciao. Allez, c'est parti, 1 minute par vlog, on commence par le premier. Alors là, j'étais vraiment tout excité de vous présenter enfin le projet. C'est la première fois d'ailleurs que je vous montrais la calèche et le titre de la série, Le Pionnier. Oui, au début ça s'appelait comme ça. Je vous présente bien sûr les compagnons qui vont nous suivre dans toute cette aventure. Alors j'étais vraiment excité, Charlotte et moi, c'était le début de l'aventure et on arrive directement sur Conques, donc qui sera notre point de départ pour cette première nuit de ce jour 0. Alors au départ, les gars dormaient en dessous de la calèche, mais ça n'a pas duré très longtemps. Là, c'était notre première nuit. Finalement, c'était assez bien passé. Ça y est, Conques. C'est le point de départ, le jour de départ de l'aventure. Donc on arrive à Conques, et si vous avez suivi l'aventure, vous vous souvenez, le moment fort de Conques, c'est qu'on a eu la bénédiction de frère Damien qui nous a porté bonheur pour la suite de l'aventure. Nous quittons enfin Conques pour ce premier jour et on était loin de s'imaginer tout ce qu'on allait vivre. Et dès le début, je trouve un petit collier par terre. Et pour cette première nuit, c'est au bord d'une rivière que l'on s'installe. On avait encore toute l'excitation et toute l'énergie du début du voyage. Et bien dis donc, 1 minute, ça passe finalement très vite. Pour cette deuxième journée d'aventure, bien sûr, on a pris notre temps parce qu'en fait, j'étais déjà en train de monter le vlog du jour précédent, ce qui fait qu'on est parti ultra tard de ce premier spot. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce vlog, c'est pas qu'il est plus court que les autres, mais en tout cas dans ce petit récapitulatif, je vais le faire moins durer. Ouais, je suis déjà en train de ne pas respecter mon propre concept d'1 minute par vlog. Celui-là, ce résumé sera plus court qu'1 minute parce que finalement on a très peu avancé. C'est d'ailleurs une des journées où on a fait le moins de kilomètres. On a été dans un champ un peu plus loin de là où on s'était réveillé pour cette seconde nuit. C'est donc dans le petit village de Vieilleville qu'on se réveille et j'avoue que c'était très bucolique, on était en plein mois de juillet donc ça sentait bon l'été et forcément on faisait notre petite baignade dans les rivières et on a eu de la casse dès le début, un lit colle mais par souci on l'avait prévu donc on en avait un second de rechange. Donc on quitte ce village Vieilleville et après de longues heures de marche en plein soleil, on décide de faire une pause. On était vraiment dans une optique de prendre notre temps. Au début c'est un peu l'inverse en Italie où on a un peu speedé. Ici au début, dès l'instant qu'on voyait un coin qui nous plaisait, on traînait quoi, on prenait notre temps, les coins étaient vraiment magnifiques. Là je vous parlais des œillères qu'on avait fabriquées exprès pour l'aventure, qui rassurent les animaux. Et là bien sûr on avait nos premières montées et qu'il fallait pousser parce que ça on s'y est toujours tenu, dès l'instant que ça grimpait on poussait pour arriver dans le village qui s'appelait Entrailles. Je faisais mumuse avec mon petit drone, c'est un des seuls objets modernes que j'ai pris. Et pour cette nuit, on avait des gens qui nous ont amené des pizzas. 4e vlog pour notre 4e journée. Je crois que c'est la première fois qu'on se réveillait sous la pluie, donc on avait pu tester la bâche. Taiga dormait encore dessous, mais ça n'a pas duré, après elle a dormi avec nous. Donc de bon matin, je m'étais motivé à vous expliquer comment marche l'attelage, comment on attache les animaux à la calèche. On avait été faire un petit marché dans le village avant notre départ et également visiter quelques édifices religieux. Et le souci qu'on a rencontré, c'est qu'il y avait notre premier grand axe avec des gros camions. Donc on a dû prendre la décision de faire un grand contour en fait, de ne pas passer par une grande route. Et figurez-vous
j'avoue que c'était peut-être le moment le plus difficile de toute notre aventure. Ouais, à peine le 4e jour. Pour moi, la plus grande difficulté, c'était cette journée-là. Ça grimpait beaucoup trop. On n'a fait que pousser la calèche, toutes nos forces, et toute l'après-midi, ça nous avait épuisé. Et là, nous nous étions dit, attends, si c'est comme ça dans les Alpes, ça va être très compliqué. Dans quoi nous nous sommes lancés, mais je vous l'avoue, hein, c'était celle-ci la plus difficile des journées en termes de traction de la calèche. Heureusement, on a terminé dans un très joli coin où on a pu passer une excellente soirée. C'est également sous la pluie que cette journée numéro 5 commence. Heureusement, nous étions à l'abri. Des abonnés nous ont amené de la ripaille, on était très contents. Mais par contre, voilà, la journée s'avérait compliquée. Là, je parlais des pneus et du caoutchouc. J'ai sorti le fameux parapluie qui ressemblait plus à rien à la fin. C'était une des journées les plus pluvieuses que nous avons eues. Bon, après, en Italie, on en a eu des belles aussi. Mais en ce début d'aventure, voilà, ça a pu permettre de tester un peu tout le matos, voir si on avait tout ce qu'il fallait. Heureusement, nous sommes arrivés dans le village d'Estaing où il y avait une fête. Donc finalement, on a été se réchauffer près des villageois. Dès le lendemain, il y avait donc une fête de village avec des cérémonies. Donc on était assez étonnés d'être arrivés là en plein événement. Mais finalement, on faisait pas tâche dans le décor. On a finalement décidé de partir d'Estaing. Oui, normal, on n'allait pas y rester. Et j'en profite pour vous parler de comment on a entraîner nos ânes en leur attachant un pneu, et il me semble qu'on arrive voilà en fin de journée à Espalion pour cette 6e journée au bord de l'eau. C'est la première fois que nous mettions la moustiquaire, on trouvait la cabane trop belle, on était trop content de ce truc là. Nouvelle journée, enfin il fait beau, typique été, un genre où il fait beau, chaud, les champs de blé, ça fait partie des meilleurs souvenirs aussi, ce genre de paysage qu'on traverse. Et on arrive dans un village où là aussi il y avait un grand axe, donc on décide de le contourner pour éviter de passer sur les grandes routes, sauf que le problème c'est que c'était un chemin de croix, et comme son nom l'indique, c'était énormément difficile. Là aussi, une grosse montée qui nous attendait, tellement grosse qu'on s'est dit qu'on va pas commencer à s'épuiser comme ça, donc on a pris la décision de faire demi-tour, et finalement demain on passera sur la route qu'on voulait éviter. Mais pour la soirée, on a été se reposer au bord de l'eau. À ce moment-là, j'avais décidé de vous parler un peu dans la vidéo de l'actu, parce qu'il se passait plein de trucs aux infos. Alors, je pense principalement aux émeutes. Voilà, je donnais mon point de vue sur l'actualité. Et enfin, en cette journée, on a pu se reposer. Il faut aussi se dire que chaque soir, je montais les vlogs de la journée. Épisode 7, on se réveille et on se lance enfin sur cette grande route qu'on redoutait. Finalement, ça s'est très bien passé, et surtout qu'après c'est devenu une norme en Italie. On était souvent sur des grands axes, mais là c'était le premier, donc on appréhendait un peu de croiser des voitures. C'est ce même jour que nous avons fait un appel à la cagnotte pour financer les petites chaussures de nos ânes, auxquelles vous avez été nombreux à participer, je vous remercie. En fin de journée, on a retrouvé un chemin de terre, on était plus heureux de quitter un peu les grands axes, mais on avait toujours cette peur de se dire, est-ce qu'au bout on va pas se retrouver bloqué? On arrive en fin de journée dans un petit village où on s'installe pour la nuit sur le stade, et à ce moment-là, c'est notre premier restaurant. Le lendemain, donc, moi je suis toujours à faire du montage le matin, je vous parle pour la première fois dans ces vidéos de Ariana et Dario qui nous attendraient peut-être au conditionnel en Italie. On continue d'avancer et là on rentre dans des paysages sublimes qu'on appelle l'Aubrac. Alors là on a eu vraiment d'énormes coups de cœur et on a dormi près de cette église, c'était un excellent souvenir. Le lendemain matin, je me rappelle, on avait été réveillé par un bus de touristes qui venait justement visiter le village et qui arrêtait pas de taper sur la paroi de la calèche. On se servait de ces lieux d'ailleurs pour recharger nos batteries électriques, j'en parlerai un peu plus tard. Donc vous voyez, les décors étaient tout simplement magnifiques, c'était une des plus belles journées. Il y avait encore quelques fleurs du printemps parce que là-bas, étant légèrement en altitude, mais voilà, c'était pas encore l'été, donc on retrouvait de belles petites fleurs. Et moi je faisais mumuse avec le drone à chaque fois parce que dès l'instant qu'il y a de beaux paysages, j'ai tendance à le sortir. On arrivait dans ce village et déjà on recevait les premières hipposandales que nous avions commandées en ligne, et du coup on pouvait tout simplement les tester. Donc c'est ça, c'est des genres de sabots en cuir, des godasses tout simplement. Et là on rentrait dans une seconde partie de l'Aubrac, un décor encore plus sauvage et perdu. Je crois que c'est un des coups de cœur pour Charlotte et moi, ces paysages tout simplement magiques, et j'ai envie de dire hors du temps. D'ailleurs ce spot là que vous voyez, c'était un des meilleurs. Enfin, quand je pense aux pionniers, je pense à cet endroit. Le petit matin, on avait tout simplement du mal à partir de ce lieu idyllique. C'était un rêve. Ici on découvrait les premiers bobos de la calèche, le timon qui était un peu percé, mais bon, finalement c'était pas très grave. Allez, on repart de ce champ qui était trop bien. Alors en fait, pour vous rappeler, on était sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais à contresens, donc il était fréquent que l'on croise énormément de pèlerins. Ce lieu était magique, c'était un endroit exceptionnel. D'ailleurs, je me souviens, on recevait nos premiers fanarts, des abonnés qui nous suivaient et qui nous dessinaient. Partout où on posait les yeux, on avait envie de prendre des photos. Et le soir, on a trouvé un excellent spot pour passer la nuit avec un abonné qui est venu nous apporter l'apéro. Le lendemain, on a eu une petite galère, bien que la journée restait très belle. C'est la première fois qu'on s'est aventuré sur un chemin
où il a fallu faire demi-tour parce que la calèche ne pouvait plus avancer. Ça nous a permis d'apprendre un peu plus sur nos ânes. On s'est dit, il a fait chaud, il faut absolument qu'on termine au bord de l'eau. Donc c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, ce coin nous a tellement plu qu'on y a passé un jour complet de repos. C'était notre première journée réelle de pause. On s'est pris ce temps-là et ça nous avait fait grandement du bien. Dès le lendemain, on a senti la différence. Nos animaux étaient reposés, surtout nous-mêmes. Parce que comme je le disais, il n'y a pas que la marche qui nous épuise, il y a aussi le fait de faire une vidéo par jour. Ça nous épuisait grandement. Là, je me souviens ici, ça sentait le bois, il y avait la scierie. Ce petit village, on avait eu un gros problème pour trouver un coin d'ombre. Donc nous avions fini par avancer dans un champ et enfin trouver de l'ombre au bout d'un chemin de terre. Je me rappelle, les ânes et les vaches se disaient bonjour. Balti avait pris peur et s'était coincé dans le timon qui nous l'avait tordu, donc cette barre. Et donc là, on était un peu contrariés. C'était la première fois qu'on avait un peu les boules du voyage parce que voilà, la calèche était abîmée. Mais vous allez voir, dès le lendemain, les choses s'arrangeaient. Mais pour se reposer, heureusement qu'il y avait cette eau très très fraîche qui nous a permis de se détendre. Et cette nuit-là, exceptionnellement, c'était une des premières nuits où on n'a pas dormi dans la calèche, on a dormi à la belle étoile, à même sur le sol, et étonnamment, eh ben, c'est une des nuits de tout le voyage où j'ai le mieux dormi. Oui, parce que dans la calèche, je dois vous avouer que c'est un peu étroit. Le lendemain, on a été réveillé par un agriculteur qui venait avec son tracteur, et on s'est dit, oh là là, la journée commence bien. Et oui, elle commence très bien, car c'est ce même agriculteur qui, justement, avec son tracteur, nous a aidé à redresser le timon. Il avait tout le matériel qu'il fallait. Il a même pris des mesures avec une herbe pour faire un aller-retour chez lui et aller tailler des pièces pour renforcer tout ça. Et on a pu ainsi repartir avec le timon redressé. C'était pas très grave, mais nous on était contents. Donc à ce moment-là, dans le vlog, j'en profite justement pour vous parler de comment j'ai obtenu cette calèche. Où est-ce que je l'ai trouvée, combien elle m'a coûté, hein, c'est grâce à un abonné que j'ai pu l'obtenir, je vous parle de tout le matériel. Bref, en gros, si ce genre de véhicule vous intéresse, voilà, je montre même les rénovations. Là par exemple, on a réparé un palommier, le palommier qui nous a lâché sur la fin, mais ça vous verrez ça plus tard. Et on était content de pouvoir repartir à l'aventure, on n'oublie aucun de ces lieux majestueux, en l'occurrence ce petit champ qui paye pas de mine, moi j'en ai un très bon souvenir ici. Je sais qu'il y avait un orage, voilà, qui se préparait, alors on s'était bien équipé. Le lendemain matin, en allant faire mes besoins, je trouve dans la rivière une petite paillette d'or qu'on a toujours, hein, on a gardé avec nous ce petit truc. On quitte notre champ et on reprend la route, hein. Finalement, voilà, on commençait à rentrer dans nos habitudes, ça faisait plus de 16 jours. Et dans ce village-ci, c'est la première fois qu'une personne qui nous a vus, en fait, qui n'est pas un abonné, hein, qui est vraiment un villageois, nous a proposé de venir chez lui. Donc il nous a d'abord donné un terrain pour laisser la calèche et les ânes, et ensuite nous a conviés à sa maison. Donc on a pu dormir dans un vrai lit, le premier depuis toute cette aventure, avec toutes les douches qui suivent et les bons repas. On redécolle le lendemain, bien sûr, avant de quitter chaque lieu, on allait souvent voir les bâtiments tels que les églises ou cathédrales qui étaient ouverts. Et voilà, on est toujours sur le chemin de Compostelle. Plus précisément ici, on est dans le Gévaudan, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de loups sculptés. On arrive au Monistrol d'Allier, hein, ceux qui ont fait Compostelle connaissent très bien ces chemins. Pour rappel, on le fait à contresens. Donc là, on remonte petit à petit vers le Puy-en-Velay. Ici, pareil, un coin excellent où on s'est reposé. Disons que le matin, on n'était pas du style à se lever de bonne heure. On dormait, on cherchait à se reposer parce que et la marche et le montage des vidéos nous bouffaient pas mal d'énergie. Donc lorsqu'on trouvait des bons coins, généralement, on traînait un peu. On arrive à Saint-Privat-d'Allier, toujours dans le Gévaudan. On emprunte des petites ruelles typiques médiévales pour arriver au sommet du village où il y avait une église et des champs, des jolis points de vue pour s'installer. Et ici, on y était vraiment bien. J'adore revoir ces images, ça me rappelle plein de souvenirs. Le lendemain, on renchaîne, on équipe les babines et on décolle de ce lieu. Là aussi, on s'était bien reposé. Donc, vous voyez, les paysages sont vraiment magnifiques. C'est des décors que je n'ai pas su retrouver ensuite en Italie, je dois vous avouer. Ici, on arrive au fameux village Le Chier, connu pour son nom et ses nombreux jeux de mots disponibles. Chaque jour, on avait une moyenne de quoi 15-20 bornes, 20 quand on avançait bien et moins de 15 quand on était un peu fatigué. Ce soir-là, le spot n'était pas terrible, mais avait fait l'affaire. Le lendemain, déjà, on arrive au Puy-en-Velay, hein, le point de départ de Compostelle, et puis pour nous, c'était encore que le début de l'aventure. En 20 jours, on arrive. C'était un peu la première grande ville. Vous voyez, là, on voit Conques, 205 km, donc ça nous disait un peu ce qu'on avait déjà parcouru. Donc on avait adoré le Puy-en-Velay. Ici, on avait trouvé un camping où on avait pu laisser nos animaux, ce qui est rare quand même qu'un camping accepte les ânes. Et donc on avait décidé d'aller visiter la ville, mais aussi de s'accorder un jour de pause. Hein. Voilà, là on venait d'arriver, donc on visitait déjà les monuments, on va dire, clés de cette ville. En l'occurrence, cette petite chapelle perchée en haut d'une petite montagne et la fameuse cathédrale du Puy-en-Velay qui est connue pour tous les pèlerins car c'est le point de départ
de ceux qui se rendent à Compostelle. Donc le lendemain, on décide de rester bien sûr ici, on se repose, on en profite pour aller chercher notre créancial, le passeport des pèlerins, on va dire. On fait quelques emplettes et je rencontre un youtubeur, Silartichaud, j'étais très content de le rencontrer. On se repose et dès le lendemain matin, je revois mon pote Sébastien de la chaîne Le Domaine d'Alvaro qui était venu nous dire coucou avec sa moto. Allez, on part, la pause est finie. Et je me rappelle qu'on était sur un axe assez compliqué. Là, je me souviens que pour quitter le Puy-en-Velay, ça avait été difficile. Non seulement ça grimpait, mais surtout, il y avait beaucoup de véhicules. En plus, il faisait chaud, donc on essayait de faire un maximum de pauses, donner à boire à nos animaux le plus souvent possible. Cette journée était difficile parce qu'elle grimpait énormément, mais heureusement, lorsque ça redescendait, on entraînait petit à petit nos ânes à trotter. Donc là, c'était un peu leur premier galop, on était content. Le soir, on a trouvé ce coin excellent pour se reposer. Le lendemain, encore un tracteur qui vient nous réveiller. Babine et Balti qui m'avaient échappé, j'avais dû aller les chercher assez loin. On continue petit à petit notre aventure. Ici, de mémoire, on arrivait à Saint-Julien de Chapteuil. Là, j'étais au téléphone avec une journaliste, c'était n'importe quoi. Alors faites attention au plan qui va suivre, il y a un objet qui tombe de la calèche. Attention, juste ici. Vous avez été nombreux à me le signaler dans les commentaires. Rassurez-vous, on s'en était rendu compte, c'était simplement un morceau de pain. Là, les paysages sont vraiment magnifiques. Donc comme je le dis, à chaque fois, j'essaie de faire de belles prises de vue avec le drone. Le soir, on était content de faire une pause pour se reposer de toutes ces émotions. Vous savez, en vrai, j'ai l'impression de redécouvrir ces images en même temps que vous. Depuis que je suis rentré de cette aventure, j'ai jamais pris le temps de tout revisionner, donc ce montage me permet aussi de revoir tout ça, et c'était quand même une sacrée aventure. Là, le soir, on était arrivé dans un champ proposé par des gens, donc on était très contents, on avait à boire, à manger, et surtout on pouvait libérer les ânes, ce qui était cool pour eux, qu'ils soient pas toujours attachés. Le lendemain, on continue. Ici aussi, on arrive dans un village qui s'appelait Tence, je sais pas pourquoi je m'en souviens, et des abonnés nous avaient mis un cadeau dans une église. Et puis j'en avais rencontré un autre qui m'avait amené en voiture à la poste, qui était assez loin, pour que j'aille récupérer, alors je sais plus trop ce que c'était, je crois que c'était un panier en osier, et le soir, encore des habitants nous avaient proposé leur champ, pour dormir, ou Babine s'était fortement reposée, à me faire rire quand elle s'allonge comme ça. Ça grimpait, ça descendait, et oui, la France est quand même un terrain vallonné. Ici on arrivait dans un village où il y avait un anniversaire à la salle des fêtes, et nous on était à côté. Le lendemain, c'était un vlog un peu spécial, je sais pas si vous en souvenez, il était plus court que les autres, il était exclusivement musical. Ça m'avait permis un peu de me reposer sur le montage, parce que, entre guillemets, plus facile à faire, et surtout de mettre en avant la fabuleuse musique de Michel Leca, le compositeur de toute cette aventure, le pionnier. Il me composait des musiques exprès, mais surtout le soir, c'est un des plus beaux spots que nous avons eu. C'était sauvage, on s'était même risqué à faire un feu. Rassurez-vous, il était contrôlé, j'ai vu les commentaires qui s'inquiétaient, mais pas de panique. Et puis aussi, je dois vous avouer que c'était surtout pour la vidéo, on l'a éteint dès l'instant qu'on ne filmait plus. C'était un souvenir mémorable, ce lieu, on était tombé dessus par hasard, comme tous les lieux en fait, mais il s'en dégageait une magie, et je trouve que pour ce vlog un peu très clip musical, c'était le perfect place. Le lendemain, on quitte notre magnifique endroit, je pourrais y vivre ici honnêtement. L'âne dormait encore parce que des fois ils dorment debout, des fois couchés, ça dépend de leur humeur et ça dépend de leur fatigue. Et on recevait nos premiers fanarts d'enfants. Et voilà, ça nous touchait beaucoup, ça on en a reçu jusqu'à la fin ensuite, à peu près chaque jour on recevait un dessin. Je me rappelle de ce village, il était fantôme, il y avait personne en gros, mais à la fin il y avait des murs, mais les meilleurs murs que j'avais pu manger, je sais pas pourquoi elles étaient aussi bonnes et aussi grosses. Et on avait dormi ensuite dans un champ, alors on n'aime pas trop faire ça, mais l'avantage de ce champ c'est qu'il y avait un petit ruisseau en bas, donc on a pu bien sûr se laver. Et voilà, on ramassait beaucoup de fruits qu'on trouvait pendant notre aventure, là en l'occurrence c'était des mirabelles, ça nous faisait en partie nos repas et ça changeait un peu de la salade industrielle. Je me rappelle plus du nom de tous les villages que nous traversions. Par contre, ce que je me souviens, c'est qu'ici j'avais ramassé le fruit de cactus et j'avais chopé quelques épines. Ça, je suis pas prêt de l'oublier. Ce village, il était excellent. Les gens nous disaient oui, vous pouvez dormir sans souci. En fait, en France, on a eu zéro problème pour trouver des spots, ce qui a été un peu l'inverse de l'Italie. Le lendemain, on arrive dans la Drôme et ici, je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais tenu un monologue face à des tournesols. Vous aviez adoré ce moment, mais moi, ce qui me fait rire, c'est quand Charlotte m'a filmé de loin, on dirait juste un fou en train de parler tout seul. Là, le soir, on était arrivé dans ce petit village, Chantemerle quelque chose, et on avait dormi sur le stade, où le maire, le matin, était venu nous souhaiter la bienvenue. C'est assez rare, c'était très touchant. Et à partir d'ici, c'est vrai qu'on avait eu plus de difficultés à trouver des bons spots, parce que c'était une région un peu plus cultivée, agricole, donc beaucoup de champs. Par exemple, ce spot-là, à côté d'une station d'épuration, ne faisait pas partie de nos préférés. Par contre, dans ce village, on avait été accueillis par un restaurant nommé La Charrette qui nous avait offert le repas parce qu'ils avaient trouvé voilà, notre folklore admirable, donc on avait un super bon souvenir. Et ici aussi on avait rencontré des TikTokers, cette fois on avait même acheté la spécialité du coin. Oh là là, quel souvenir quand les ânes devaient passer sous les arroseurs, c'était quelque chose. On arrive à Marche
Et comme je disais, on trouvait de plus en plus avec difficulté des spots. Et là en l'occurrence on s'était fait surprendre par la nuit. À force de chercher et qu'on ne trouve pas, on avait dû malheureusement encore une fois rentrer dans un champ. On n'aime pas trop faire ça, rentrer dans des terrains privés finalement. Donc le lendemain matin on n'était pas resté. Donc on commençait à accumuler de la fatigue, mine de rien. Ici il y a un orage, on se dit oh là là, il faut encore qu'on trouve un bon endroit pour s'abriter. Parce que regardez, on a frôlé une énorme tempête. Heureusement qu'on était à l'abri dans un restaurant et que les ânes avaient pu s'abriter sous les arbres. C'était n'importe quoi ce jour-là. Heureusement pas de dégâts pour nous, mais ça aurait pu être dangereux. Le lendemain, on décolle. Et on arrive devant une fête de village qui s'appelait Montvendre, où il y avait une exposition de tracteurs. J'avais rencontré un abonné qui lui avait exposé son véhicule à roulettes. Il y avait toutes sortes de tracteurs et finalement notre calèche garée un peu plus loin intriguait aussi les touristes. C'est vrai qu'elle faisait pas tâche dans le décor. On était reparti d'ici avec plein de souvenirs, on avait rencontré également plein d'abonnés. Là je parlais un peu de mes références, c'est-à-dire ce qui m'a inspiré un peu à faire ce voyage, des livres ou des films qui m'ont inspiré. Et en l'occurrence je parlais d'une boîte de sucre qui étant gamin m'avait profondément marqué. On arrive dans un village, on va direction le stade de foot pour passer la nuit et ce soir-là, je vous montrais en temps réel le temps qu'il nous fallait pour monter le camp. Ici aussi, le lendemain matin, le maire était venu nous souhaiter la bienvenue. C'est vrai qu'on passait pas inaperçu. Alors, on rencontre des abonnés, 2 secondes après, encore des abonnés, 3 secondes après, encore des abonnés. Cette journée, on ne faisait que croiser des abonnés. Et je me souviens de cette grande descente, j'étais obligé de freiner pour pas que la calèche s'envole. Et on arrivait à Cray. On dort au bord de la rivière avant que le lendemain matin la police nous dise de dégager. Bon, c'est les rares fois où on s'est fait virer. On en profite pour graisser un peu la calèche qui couinait. Taiga adorait faire pipi dans l'eau, donc c'était ses petits moments de pause à elle. Et là on a trouvé un coin au bord d'une rivière où il y avait des friteries. Vous me voyez venir, on s'est dit hey, ça te dit pas qu'on se fasse une pause? En moyenne on faisait une pause par semaine ou une pause toutes les 2 semaines. On a fait 0 pause en Italie, mais en France c'est vrai que voilà, on aimait bien prendre le temps. Il y avait aussi ce côté vacances. Et là un des plus beaux moments qu'on ait vécu, un moment étrange. Il faisait beau, il pleuvait, il y avait un arc-en-ciel. Bref, c'était surréaliste, mais surtout impossible d'oublier ce magnifique souvenir. On continue notre aventure et là pour la première fois on est confronté à un problème. Il y a des barrières qui nous empêchent de passer parce qu'il y a une limitation d'auteur. Donc la première c'est clair, on ne peut pas passer. La seconde, on arrive à passer sur le côté. Donc on passe une nuit tranquille. Mais le souci c'est que le lendemain, cette même barrière, on ne sait pas pourquoi, eh ben, on se l'est bouffé. Donc ça nous avait fait un trou dans la capote de la calèche et j'avoue que ça nous avait énormément contrarié. En vrai j'en avais pas trop parlé en vidéo mais j'avais vraiment les boules parce que je me disais putain il nous reste encore tellement à vivre. Heureusement le prochain village, une personne nous a ouvert son champ pour la nuit. Donc on a pu se reposer et finalement se rendre compte que c'était pas très grave, un trou dans la calèche, du scotch et puis c'est reparti. Ça commençait mine de rien, on s'approchait des Alpes donc c'était de plus en plus vallonné. Arrivé sur Saint-Nazaire le désert où également une villageoise nous propose son terrain avec toujours un point d'eau. C'était la priorité pour les animaux qu'il y ait toujours un point d'eau pour qu'ils puissent boire. Le lendemain matin, après nous avoir fait visiter sa maison qui était juste incroyable en fait, disons-le, nous reprenons notre aventure en retraversant le village où il y avait un petit marché et où nous avons aussi croisé des abonnés. Coucou à vous si vous passez par là. Ce jour-là, il faisait ultra froid, il y avait du vent, on était en plein été et il faisait froid, donc on a dû sortir les grosses laines. Là j'avais ma grosse pèlerine et là ce plan, je trouve que c'est un des plus beaux de toute l'aventure et c'est d'ailleurs ce plan qui conclut l'aventure. On avait dormi dans un petit champ avec énormément de vent, donc pas la meilleure des nuits, donc on s'était dit il faut qu'on trouve un spot bien pour récupérer et c'est ce que nous avions eu au bord d'une rivière, dans un cul-de-sac, tranquille. On aurait pu y rester plusieurs jours dans celui-là mais non, on est reparti le lendemain, mais j'avoue que ce spot était excellent. On arrive dans un petit étang où là, je sais plus si vous vous souvenez, il y avait ce petit pont qui passait tout juste, mais surtout il y avait une voiture qui passait sa soirée à nous regarder. Et ça nous avait fait un peu flipper, on savait pas vraiment ce qu'elle voulait, on ne sait toujours pas. Le lendemain matin, je découvre qu'il y a des énormes poissons dans cette retenue d'eau. On fait quelques photos avant de repartir. Et on était content parce qu'on venait de franchir notre premier gros col. On était vraiment monté en haut d'un sommet. Et 2 secondes après, les babines se sont mises à courir. Je crois qu'elles nous ont fait le galop le plus rapide de toute l'aventure. Elles étaient montées à du 18 ou 19 km/h pour arriver en fin d'après-midi dans la ville de Serres où nous nous sommes accordés un petit restaurant. Vous voyez, on s'en est pas fait tant que ça au final. Au bout de 44 jours, je crois que c'était notre 2e resto ou 3e. On décolle de là après avoir été acheté à manger. Et si je dis ça, c'est pas par hasard, c'est tout simplement parce que ce soir-là, je vais passer une très mauvaise nuit dans le petit village de Ose. On dort près du cimetière. En fait, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu une intoxication alimentaire qui nous a paralysés le lendemain. On s'est juste reposé. Et en plus de ça, le surlendemain, je vous parle du portail du cimetière qui arrêtait pas de grincer pendant la nuit. Mais ça, c'était n'importe quoi. Et bref, j'allais un peu mieux. On a repris
repris la route et pour cette autre nuit on avait dormi donc près d'un stade de foot et on arrivait près d'une autre grosse ville qui s'appelle Gap et ici on a eu coup de bol aussi, des gens nous ont proposé leur terrain pour la nuit, Taiga était très contente et surtout il y avait de super points de vue hein. Quand tu es entouré de montagnes comme ça, enfin moi ça me fait vibrer, j'adore ça. Il y avait également eu un énorme orage, on aurait dit le Mordor qui grondait au loin. Le lendemain, on décide d'aller à Gap à pied en laissant nos ânes. Donc on descend, il y avait quelques kilomètres. En fait, on a été récupérer un petit colis. On a croisé un abonné qui tenait un petit magasin et qui nous avait surtout gravé sur notre couteau les initiales de tous les aventuriers. Donc on était assez content de cette rencontre. Donc dans les colis, c'était les gourdes d'eau qui permettent de filtrer n'importe quelle eau. Je vous mets un lien dans la description et un code promo si vous voulez en obtenir. Charlotte, elle, s'était commandé des nouvelles pompes parce que les anciennes ne ressemblaient plus à rien. C'était une des pires journées en termes de température. Il avait fallu aussi encore tirer la calèche. Et on s'était fait surprendre par la nuit. Le lendemain, dans un champ, on a été réveillé par les jets d'eau qui venaient toucher la toile. Là, on arrivait, je trouve, dans un des plus beaux coins de toute notre aventure. D'ailleurs, c'est là où j'ai fait les plus belles images qui m'ont servi ensuite pour le générique de la partie italienne. Un abonné m'avait donné du pain en forme de cœur. On arrivait donc au lac de Serponçon et là, c'était vraiment génial, quoi. Quand t'es en plein été, que tu trouves un lac comme ça et surtout on trouve un spot tranquille au bord de l'eau. Donc là, on s'est dit, on va y passer également plusieurs jours. Donc après un bon bain de boue et surtout après cette bien nettoyé dans le lac, on a rencontré un autre abonné qui nous avait proposé une sortie en bateau avec son petit voilier. Donc là, voilà, c'était des vacances qu'on n'était plus du tout dans l'aventure. Ça nous faisait bizarre de passer d'une calèche à un voilier. Mais bref, c'était incroyable tout simplement et je te remercie encore si tu passes par là. Quand tu vis une aventure de cette ampleur et qu'au bout du 51e jour tu te retrouves dans un bateau, c'est à la fois improbable et en même temps inoubliable. Le soir, il nous ramène bien sûr à notre campement et on décolle le lendemain avec pour difficulté cette fois-ci qu'il n'y avait pas 36 000 chemins. On était un peu obligé d'être sur la même route que les voitures. Donc là, le temps de traverser ce pont, on embêtait un peu toute la circulation. Donc là, ça grimpait, on prenait que de la hauteur et on voyait le lac en fin de journée. Mais on avait trouvé un spot près d'un cimetière pour passer la nuit où on avait rencontré Hervé Pochon, un célèbre journaliste qui était venu nous interviewer. Je vous mets dans la description d'ailleurs son interview si vous voulez aller l'écouter. Et pour la soirée, on avait trouvé un petit étang où se reposer, où j'avais pu filmer des animaux assez rares à voir. Au final, les Alpes, on n'a pas eu de difficulté tant que ça à les traverser parce qu'on s'attendait à des dénivelés beaucoup plus violents, mais en fait c'était de la pente douce un peu tous les jours, donc on n'a pas eu la sensation d'escalader une montagne non plus. Le lendemain, on quitte donc Barcelonnette qui était la dernière grosse ville de la France et je me rappelle sur cette ligne droite, on avait lancé un petit live qui est disponible d'ailleurs sur ma chaîne YouTube parce qu'il y avait eu un trop bel éclairage. Allez, c'est officiellement notre dernière journée en France, les derniers kilomètres avant d'arriver en Italie. Donc comme je le disais, en fait ça grimpait mais doucement. On a beaucoup moins souffert qu'au tout début du voyage quand on s'était aventuré sur un chemin pour esquiver un grand axe, comme je vous parlais un peu plus tôt. Il faisait chaud, ça grimpait quand même, on pouvait pas rester dans la calèche. Et on a eu le soutien d'Alicia de la chaîne Vivre en Forêt, youtubeuse également, qui est venue nous apporter quelques provisions, mais surtout marcher avec nous sur les derniers kilomètres de la France. C'est d'ailleurs dans cet épisode que j'ai testé dans ma gourde d'eau ma propre urine afin de voir si ça filtrait vraiment tout et si on pouvait tout boire. Ça nous a donné plein de force et plein d'énergie pour la fin de l'aventure. On venait de franchir le panneau de l'Arche, arriver au dernier village français. Quelques kilomètres plus loin, c'est l'Italie maintenant qui nous attend. À partir d'ici, on a pris une pause de quelques semaines avec Charlotte parce que nous étions invités à un mariage. Pendant cette pause, des gens sont venus nous récupérer afin que nous puissions assister à ce mariage avant de reprendre la suite de l'aventure. Et je profite que nous soyons arrivés, on va dire, à la moitié de notre parcours pour répondre à une des questions qui m'a été, je pense, le plus souvent posée. Céleste, pendant ton voyage, faire ça à l'ancienne, c'est bien beau, mais vu que tu es constamment en train de filmer avec ton smartphone, il te faut bien mine de rien une source d'énergie, de l'électricité. Alors je vais vous révéler maintenant comment je fais pour avoir constamment de l'électricité avec nous dans notre aventure. J'en ai déjà parlé dans de nombreux vlogs. La première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'on a avec nous qui nécessite de l'énergie. Et bien premièrement, le téléphone avec lequel je filme. Ensuite, c'est sur ce même téléphone que je fais le montage. Tous les épisodes du Pionnier sont filmés et monté immédiatement du bout du doigt et publié avec le smartphone. J'ai ensuite le drone que je n'utilise pas tout le temps mais qui est quand même bien utile pour faire de belles images et surtout je dois vous avouer qu'il se décharge très vite. Donc lui une fois que je le sors, généralement je dois immédiatement le recharger si je veux qu'il soit prêt pour le lendemain. Et puis bien sûr nos systèmes d'éclairage, la frontale et la lampe torche. Alors même si ce matériel n'est pas très historique ou n'est pas très 19e, on avait quand même besoin de ces outils contemporains pour la réalisation des vidéos. Même cette lanterne là nécessite de l'énergie, elle est totalement moderne. Dans les vidéos Les Pionniers, j'en ai deux. J'ai celle-ci
mais j'en ai aussi une vraie, véritablement ancienne, qui marche avec de l'huile. Donc tout ce petit matériel, il faut bien le recharger. Alors quand le téléphone tombe à 0%, j'ai avec moi une batterie externe, ce qu'on appelle aussi une power bank. Tu mets le câble ici, tu relis ça au téléphone et ça le recharge. Comment tu fais pour le recharger lui, une fois qu'il est vide? C'est là qu'intervient une marque qui nous soutient depuis longtemps sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage, j'ai nommé EcoFlow. EcoFlow fabrique des générateurs électriques, des grosses réserves d'énergie, des batteries portables qui nous ont suivis tout le long de notre aventure et qui nous ont permis d'être autonomes en électricité. Celle-ci, c'est la Delta 2, une des meilleures, et elle m'a été envoyée par la marque Wellbot. Elle était avec nous dans la calèche, plus exactement dans le coffre. Ça ressemble à une grosse batterie sur laquelle on retrouve des prises. Il y a des prises pour du 220 ici, il y a d'autres prises ici pour des USB, et ce qui est pratique, c'est que lorsqu'on allume, elle nous indique sur le cadran le pourcentage de batterie restant à l'intérieur et le nombre d'heures qu'on peut encore l'utiliser. Nous avec ça, quand ce truc-là était plein, on pouvait être en pleine nature 1 à 2 semaines en fonction de l'utilisation, sans jamais avoir besoin de repasser dans un endroit civilisé pour recharger tous nos gadgets. Donc tous les soirs, quand on trouvait notre spot de bivouac, on sortait l'EcoFlow et on branchait dessus tous nos appareils. Par exemple, cette batterie externe, il lui reste 2% d'énergie. Soit je la recharge en USB. Ici, on a un petit indicateur qui nous dit combien de watts il est en train de lui fournir. Soit, si on veut que ce soit plus rapide, on la recharge sur les prises 220. Donc sur ma petite batterie externe, on peut voir ici qu'il y a un IN qui clignote, ça veut dire qu'il est en train d'être rechargé. Et sur l'EcoFlow, ça nous indique qu'il est en train de livrer 52 watts à la petite batterie. Grâce à cette puissance, ce petit bloc sera plein en moins de 3 heures. Je peux aussi brancher dessus le drone. Lui aussi à présent est en train d'être rechargé. Et tout le reste. Très bien, mais quand ce gros bloc, lui, est à court d'énergie, comment est-ce qu'on le recharge? Avec ce bloc est vendu séparément des panneaux solaires que nous, on n'a pas voulu prendre avec nous pour pas se surcharger dans notre aventure. Quand il arrivait à 0%, nous devions à ce moment-là arriver dans un village ou une ville afin de demander à des gens de nous le recharger. Généralement, c'était dans des bars, le temps de boire un petit café, des toilettes publiques, il y a des prises souvent, ou rarement des églises. Ici aussi, il y a quelques prises murales. Alors, à ce moment-là, est fourni avec l'EcoFlow tous les câbles d'alimentation nécessaires. Il y a par exemple la prise allume-cigare, vous pouvez la recharger dans votre véhicule. Nous, on n'avait pas d'allume-cigare dans la calèche, mais si vous êtes par exemple dans de la van life ou en camping-car, pendant que vous roulez, vous rechargez la batterie. Mais le plus intéressant pour moi, c'est la prise classique, la 220. Alors pourquoi elle est géniale celle-là? C'est parce qu'en fait, EcoFlow ont mis au point un système de recharge ultra rapide. C'est-à-dire que ce gros bloc-là vous fournit un nombre incalculable de recharges pour vos appareils, mais lui se recharge très rapidement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre 10 heures qui passent de 0 à 100%. Dès l'instant qu'il y a une prise de disponible, vous le branchez juste ici. Ce qui était très pratique pour nous, c'est qu'on n'était pas obligé d'attendre des heures pour qu'il soit rechargé. Si nous étions pressés, par exemple, en 30 minutes, il récupérait plus de 3/4 de son énergie. Et après, pour qu'il monte à 100%, en 1 heure et des poussières, il les atteignait. Dites-vous que si vous avez eu une vidéo par jour, c'est principalement, voire uniquement, grâce à ça. Alors moi, ça fait plusieurs années que je bosse avec la marque EcoFlow. Mais celle-ci, la Delta 2, m'a été renvoyée par une marque qui s'appelle Wellbot. Actuellement, Wellbot sont les uniques à proposer ce modèle-là à un meilleur prix que si vous l'achetiez directement chez EcoFlow. Il propose surtout un service client, c'est-à-dire que si vous avez un souci, c'est avec Wellbot que vous pouvez rentrer en contact pour régler vos problèmes. Vous pouvez y aller les yeux fermés parce que celui-là, je l'ai testé et approuvé. Il nous a tenu toute l'aventure. Si ça vous intéresse, si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches, je vous mets dans la description le lien immédiat. Vous cliquez et vous arrivez sur le site de Wellbot pour vous la procurer. Moins cher en passant par Wellbot et un service client efficace si vous rencontrez un problème. Toutes les informations sont dans la description. Je vous rends à la suite de la vidéo où on arrive en Italie. Après notre pause de plusieurs semaines, nous sommes donc retournés au col de l'Arche afin de franchir enfin la frontière. On avait encore une petite journée de marche avant d'arriver en Italie. Après, on était parti aussi très tard, donc cette première nuit de cette seconde partie, on l'a passée encore côté français. D'ailleurs, j'en ai profité pour cette deuxième partie de renommer les pionniers et non plus le pionnier et de refaire de nouvelles images pour le générique. Alors, cette seconde partie en Italie, je vais la présenter autrement. Je ne vais pas résumer en 1 minute tous les vlogs comme je l'ai fait pour la partie française. Parce qu'en fait, comment vous dire, je trouve que c'est très redondant et très répétitif. Voilà, là on venait de franchir l'Italie, on était très heureux, on redescend les Alpes de l'autre côté et tout ça c'est
tellement d'émotions quand tu viens d'arriver ici à pied et que tu franchis ce cap symbolique, là où on nous avait offert nos premiers cafés. Et en fait, c'est comme ça que je vais résumer la partie italienne. En fait, je vais simplement vous dire les moments forts. Je ne vais pas décompter les vlogs ni les résumer par minute. Je vais simplement vous dire les choses qui nous ont marqués. Le premier spot, en l'occurrence, en fait partie. J'avais adoré ce premier spot en Italie et d'ailleurs sur toute l'Italie c'était peut-être un des meilleurs. En fait notre objectif ici c'était d'atteindre la Via Francigena, le Compostelle version italienne on va dire. J'avais été étonné dans ce premier village que tous les habitants venaient vraiment nous voir. Il fallait même se habituer forcément à la langue mais aussi à l'alimentation. Mais c'est vrai qu'il y avait une générosité qu'on ne trouvait pas en France. Dès l'instant que les gens nous voyaient, ils venaient nous donner quelque chose. Mais c'est en même temps ce surplus de mouvements qui des fois nous donnait envie de nous isoler. Je trouve qu'aussi sur cette partie italienne, on sentait beaucoup plus une partie automnale. On ressentait que l'été était bel et bien terminé et qu'on partait pour cette seconde partie sur des températures plus fraîches et également des journées bien plus courtes. En Italie, on a vraiment galéré à trouver de jolis spots pour la nuit et même à recharger nos machines. Au final, la gestion de l'électricité devait se faire avec économie. Dans cette ville, un petit souvenir qui m'avait touché, c'est que deux jeunes voulaient absolument qu'on goûte une pizza italienne, notre première pizza. Donc ils avaient pris le temps de nous guider en vélo jusqu'à cette pizzeria où on avait pu enfin goûter la spécialité italienne. Nous nous étions régalés. En Italie, malheureusement, on dormait souvent dans des champs alors qu'en France, on évitait. Mais c'est simplement que c'était un peu les seuls coins d'herbes sauvages et à moitié perdus qu'on arrivait à trouver. Je me souviens aussi cet étonnement quand on a découvert que c'était pas du tout les mêmes prises que par chez nous. On avait dû obtenir un adaptateur, sinon on pouvait plus du tout utiliser nos machines. Le jour, c'était bien. On avançait, on avait de très bonnes moyennes. Mais la difficulté, c'est surtout le soir, la nuit. On galérait tout le temps à trouver des coins. Et je pense aussi qu'on commençait à accumuler de la fatigue. Donc mine de rien, on traçait, on avait envie d'avancer, on voulait, si vous voulez, terminer au plus vite. Le premier restaurant que nous nous sommes fait, c'était à une station-service, parce que c'était le seul truc d'ouvert. Au final, on avait super bien mangé, le mec faisait tout lui-même, tout était maison. Notre but pour la traversée de l'Italie, c'était de passer par les côtes, enfin du moins s'en rapprocher. Du coup, nous arrivions à Savona, qui était la première ville près de la mer Méditerranée, que nous rencontrions. Et là, du coup, on avait déjà un peu plus une ambiance estivale. Disons qu'on avait perdu le côté automne pour retrouver un peu une fin d'été, ce qui nous a fait du bien au moral, mais beaucoup moins de bien dans les jambes et dans la fatigue. Et alors, vous n'imaginez pas la joie de pouvoir se baigner dans la mer Méditerranée quand on y est venu à pied en fait. C'est pas des vacances où t'es venu en train ou en bateau, t'es venu chercher la mer à pied. Ah oui, et alors est-ce que vous vous souvenez de Giuseppe, qui avait été touché par notre histoire et qui voulait absolument nous faire un plein de courses, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, et toute cette promenade au bord de l'eau était tout simplement sublime. Elle avait duré 1 ou 2 jours, je sais plus, mais je crois que c'était une des parties de l'Italie que j'ai le plus préférée, même si encore une fois tous les soirs on galérait à trouver un spot et ici aussi Giuseppe nous avait aidés. Forcément, près de la mer, nos journées pouvaient ressembler à des vacances. Mais en réalité, nous avons pris 0 jour de pause. Dès l'instant que nous le pouvions, nous avançons. Alors laissez-moi maintenant vous parler de Genova. C'était la plus grande difficulté de toute cette aventure. Genova, c'est une ville qui est énorme. Elle est étendue sur plus de 30 ou 40 km et on a traversé tout ça en une journée. En réalité, on n'a même pas traversé en une journée. À la fin de la journée, quand la nuit est tombée, on n'avait toujours pas fini de traverser cette ville parce qu'il faut comprendre qu'on ne pouvait pas s'arrêter en pleine ville, il n'y a pas d'herbe pour les ânes. Donc même une fois la nuit tombée, on était encore en train d'avancer. Même les flics ont essayé de nous aider, mais même eux ne trouvaient pas un endroit où on pouvait s'arrêter. C'est sur une sorte de terrain de basket ou un toit de parking, on ne sait pas trop, où on a passé une nuit tout simplement affreuse après plus de 33 km dans les jambes. Le lendemain matin, on était éclatés. Là, j'ai senti qu'on avait mis la barre beaucoup trop haute, qu'on en avait beaucoup trop demandé à nos ânes. Je m'en suis voulu sur cette journée parce que même par rapport à Charlotte, j'avais l'impression d'avoir un peu épuisé tout le monde avec cette idée de merde. Non, Genova, c'était un enfer. Et le pire, c'est qu'on s'est dit, bon, ça va, on a fait le plus dur, ça peut pas être plus compliqué maintenant. Et bien en fait, si, parce que quasiment dès le lendemain, on a revécu une journée similaire où on a eu du mal à trouver un coin où dormir. Et encore une fois, on s'est dit, bon, c'est pas grave, ça ira mieux demain.
Et à chaque fois, en fait, on enquillait les kilomètres et sans s'en rendre compte, on faisait plus de 30 bornes par jour. Et ça nous a vraiment éclaté. Et c'est surtout un sommeil qu'on a eu du mal à récupérer. Vous voyez, quand je vous parle de spots pas terribles, ici c'était à côté des poubelles. Et on se dit, bah ici on va déranger personne. Et non, même ici à 6 h du mat, le gars est venu nous dire qu'il fallait partir. Mais heureusement, de temps en temps, on arrivait à trouver des coins sympas et se faire des petites soirées comme ici. On avait pris carrément les assiettes du resto pour venir manger à côté de nos ânes. Et le lendemain matin, au réveil, des gens nous avaient amené quelques petites offrandes. Voilà, c'est très touchant ce genre d'attention. En Italie, vu que j'ai trouvé que c'était beaucoup de routes avec des voitures, c'est vrai que les vlogs sont plus axés sur des monologues. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont plus durs à résumer. On arrivait enfin à La Spezia, qui était aussi une belle ville, mais au final qui nous a bouffé notre énergie parce que là encore on galérait à trouver un coin où dormir et ça s'est terminé en fait chez un curé qui nous a ouvert un bout de terrain pour qu'on puisse dormir tout en nous faisant comprendre qu'il fallait partir pas trop tard demain. Donc en fait on n'avait jamais vraiment un repos où on pouvait souffler. Une fois que nous étions sur la Via Francigena, ça c'était le bon point, on a pu enfin commencer à faire tamponner notre crédential et disons qu'on était sur un chemin de randonnée un peu plus officiel, donc les gens étaient moins étonnés disons de voir un peu ce spectacle de 2 pèlerins en calèche. Une calèche ça reste étonnant, mais 2 pèlerins c'est déjà un peu plus courant. On avait traversé Carrare, la ville du marbre. Moi j'avais été sacrément étonné de cette sculpture. Ce qui fait le plaisir de l'aventure, c'est qu'on sait jamais où on va dormir le soir. Et là par exemple, une dame s'était arrêtée sur le bord de la route et nous avait dit venez, j'ai un ranch, un centre équestre, où vous pourrez passer la nuit. Et c'est le genre d'aide qui nous faisait du bien parce que enfin on pouvait dormir, on va dire, sur nos 2 oreilles en laissant les ânes tranquilles et en sachant qu'on était dans un endroit où on ne dérangeait personne. D'ailleurs ce soir-là, il nous avait invités à prendre une douche et également à manger. Et de se retrouver comme ça dans une famille italienne au cœur du pays, c'est ce qui crée les plus beaux souvenirs. Dans ce vlog, j'ai passé ma journée à répondre aux questions. C'était une sorte de FAQ, mais c'était surtout une manière de vous dire désolé mais j'ai rien d'autre de plus intéressant à filmer. C'était que de la route et une longue ligne droite. Mais le gros point fort, ça a été lorsque nous sommes enfin arrivés à Pise, où là, pour moi, c'est vraiment un symbole clé de l'Italie, emblématique du pays. Là, j'étais heureux, il y avait une sorte de fierté d'être arrivé ici à pied. Et si vous voulez, ça m'a reboosté pour la suite de l'aventure. Ce moment était assez puissant, bien que très court, car nous n'avions pas pu rester. Mais je ne saurais l'expliquer, la tour de Pise, de la voir en vrai, m'a profondément marqué. Un matin, après avoir galéré à trouver le coin pour dormir, une personne qui nous avait vu arriver tard la nuit nous a proposé de venir manger chez elle. Et bien figurez-vous que de tous les repas que nous avons faits en Italie, restaurant compris, c'était le meilleur. C'était des simples pâtes, mais alors les amis, je n'ai jamais mangé de pâtes aussi bonnes et c'est pour ça que je voulais les résumer dans cette vidéo parce que c'est un moment fort de tout ce voyage. Donc nous étions en Toscane, sur la Via Francigena, on sent déjà que c'était des routes un peu plus aménagées pour les pèlerins, mais surtout, on a trouvé notre premier panneau Rome qui nous indiquait 312 km. Et ça fait quelque chose parce que ça nous faisait prendre conscience que mine de rien, un pas après l'autre, on approche petit à petit de notre objectif. Les paysages restaient magnifiques, bien que un peu plus désolés qu'en partie française, mais il s'en dégageait quand même une forme de poésie et de beauté indéniable. Est-ce que vous vous souvenez par exemple de ce moment où on a failli mourir? On venait de descendre une pente très abrupte en freinant et la charrette avait juste décidé de patiner, de glisser. C'était un peu n'importe quoi, on en rigolait, mais en réalité on s'est fait une belle frayeur. Bon, ce jour-là, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Au final, ça s'est terminé dans un petit ranch où il y avait un âne de presque 40 ans. Très heureux de l'avoir rencontré. Aussi, un autre moment fort, après avoir visité une belle ville médiévale, on continue le chemin en pensant prendre de l'avance. Quelle mauvaise idée. Après plusieurs heures de marche, on ne pouvait plus continuer en calèche. Il a fallu le lendemain matin tout remonter, faire demi-tour. C'était quasiment une journée de perdu. À la fin, on a abandonné l'idée de chercher des bons spots, donc dès l'instant qu'on voyait un carré d'herbe, ici à côté d'un château d'eau, on s'y mettait, même si c'était en pleine ville. En plein milieu d'un rond-point, je me rappelle, un prêtre s'arrête pour nous donner la bénédiction. Ça aussi, c'est un moment inoubliable et magique. D'ailleurs, on l'a revu après,
il était venu nous apporter à manger, et ça c'est le genre de petits détails, de petits coups de main qui te redonnent un boost, qui te dit allez on continue, on approche bientôt de la fin. Disons qu'à ce moment-là, il commençait à pleuvoir beaucoup, à faire froid, les journées étaient courtes, on accumulait de la fatigue. Moi, le montage des vidéos m'épuisait également. Donc je pense que c'est tous ces facteurs qui, inconsciemment, nous poussaient à marcher plus vite et faire de plus grandes étapes. Mais un autre moment fort, c'est la découverte de la cathédrale de Sienne, qui, comme Pise, est un monument historique et où on ressent déjà la puissance de l'art et de l'architecture comme un avant-goût de tout ce que nous allons voir à la capitale, Rome. Vous voyez ce genre de paysage, en soi il y a quelque chose de beau, mais c'est ultra compliqué de trouver des coins où dormir quand on est en calèche avec 2 ânes. Par chance, de temps en temps, on trouvait de bons spots, comme celui-ci, mais on était soit réveillé de bonne heure par des gens, soit par la météo qui était pas du tout clémente. Et en plein milieu de ce voyage, on arrive quand même à croiser des abonnés français qui nous ont donné de la force pour les prochains jours car une tempête s'annonçait. Et croyez-moi, c'est là on se l'est bouffé de plein fouet. Ici on a dû carrément arrêter de rouler, il y avait du vent, des bourrasques, des grosses gouttes, des branches qui tombaient. Ce genre de moment où tu regrettes tout simplement de pas être chez toi au chaud. Et le pire, c'est qu'on se dit bon ben maintenant ça va s'arrêter les galères. Non, on ne trouvait toujours pas d'endroit où dormir. Donc finalement c'est dans la boue, dans une forêt un peu foireuse, où on s'est arrêté pour la nuit, mais c'était vraiment parce qu'on n'avait pas trouvé mieux. D'ailleurs on avait rencontré 2 cyclistes français, pèlerins également, qui étaient du même avis que nous, eux aussi galéraient à trouver des coins pour la nuit. Dans cette vidéo je parlais de mon rapport à Dieu et de ma conception de la religion, vous l'avez fortement apprécié. J'étais très inspiré mais surtout j'étais très loin d'imaginer la nuit horrible que nous allions passer, une des pires. En fait, du vent qui soulevait toute la bâche, qui arrachait carrément notre toile. On a dû ensaucissonner tout ça avec de la ficelle, ça ressemble à rien, mais ça a tenu, mais c'était galère. Heureusement que le café italien était excellent, ça tous les matins c'était notre petit bonheur. Ça faisait plus de 100 jours maintenant qu'on était partis, et on avait vraiment chopé une routine, une habitude. Là par exemple, il y avait une boîte de conserve qui avait pété dans notre sac, on a dû tout laver, mais si vous voulez, c'était vraiment on se lève, on marche, on dort. On se lève, on marche, on dort. C'était devenu tout simplement notre quotidien. Ah oui, la petite éclipse lunaire qui nous avait fait bien plaisir pour notre 100e journée justement. Ah, un autre moment fort, c'est après avoir traversé des paysages, on va dire désolés, de trouver un lac volcanique. Alors ça, voilà, c'était un truc que j'avais surkiffé en Italie. On s'était baigné bien évidemment et ça a redonné un peu des paysages différents de ce qu'on avait traversé jusqu'à présent et on l'avait grandement apprécié tous ces passages là, mais surtout ça signifiait qu'on approchait de Rome parce qu'en fait il y avait les 3 derniers lacs avant Rome et celui-ci était le premier. On a passé Halloween pendant notre aventure. Charlotte s'était fabriqué un masque avec une belle feuille d'automne. Lorsqu'on avait l'occasion, on essayait de dormir dans des gîtes, ce qu'ils appellent des agruturismos. C'était surtout pour éviter les tempêtes parce que c'était pluie sur pluie. Ce soir-là, on s'était dit allez, on redort dehors, mais en fait, on l'a vite regretté parce qu'on a mouillé toutes nos affaires. Je me rappelle ce matin-là, la bonne nouvelle, c'était que Ariana et Dario m'avaient répondu pour nous dire oui, on peut vous accueillir à Rome. Donc maintenant que nous avions un point de chute à la capitale, il nous tardait encore plus d'arriver. Surtout que maintenant, la difficulté, c'était la météo. Après la pluie, venait le vent. C'était une période où il y avait de fortes tempêtes. Mon parapluie s'en souvient. Donc quand on le pouvait, on essayait de dormir en intérieur, ici dans un gîte qui était énorme, beaucoup trop grand pour 2 personnes. Mais croyez-moi qu'on ne faisait pas la fine bouche là, on prenait ce qu'il y avait. Rome est tout proche, nos cœurs s'accélèrent, on réalise pas vraiment qu'on arrive bientôt, mais lorsqu'on passe une ultime nuit très compliquée, avec très peu d'heures de sommeil, du vent, de la pluie, de l'orage et les ânes qui se sont échappés au petit matin, bref, avec autant de galères, là on se disait ouais, il serait vraiment temps qu'on arrive, et vu qu'on voulait profiter de notre arrivée sans être trop éclaté, on a été dormir pour nos dernières nuits dans des gîtes. Ici, il y avait une photographe qui nous avait pris en photo et on essayait de récupérer un maximum parce qu'on voulait vraiment pas arriver sur Rome avec 0 énergie. Et comme on le dit, vous savez, souvent les derniers kilomètres sont les plus durs. Et bien là, c'est pas une expression. Et on découvrait d'ailleurs en même temps que chaque jour, on apparaissait dans un journal ou de la presse. Enfin bref, il y avait des articles sur nous. Encore un gîte qui, par chance, acceptait les ânes, parce que beaucoup les refusaient. Et pour les derniers kilomètres, on s'est dit, ça serait quand même bien qu'on redorme dans la nature, dans le sauvage, comme ce que nous avons fait tout le long de cette aventure. Et pour cela, on avait repéré un camp scout sur notre carte, où on a pu faire la plus belle des choses, un feu, qui nous a tout simplement réchauffé, et où Charlotte avait cuisiné un excellent repas, afin d'être en forme pour notre arrivée sur Rome.
Vous vous dites peut-être maintenant que je vais résumer le dernier vlog, le vlog 57, celui où on arrive sur Rome. Eh bien les amis, je vais faire mieux que vous le résumer, je vais tout simplement vous inviter à le visionner. Alors pourquoi le vlog 57, je vous invite à le voir plutôt que de le résumer? C'est parce que en me prêtant à cet exercice, celui de résumer toute notre aventure, je me suis rendu compte que Le Pionnier n'est pas le genre d'aventure qui peut se résumer comme ça très vite. C'est un voyage lent, et la lenteur des vlogs permet une forme d'immersion que de brefs résumés n'effleurent même pas. Dit autrement, je pense que la magie de la série Les Pionniers est justement sa longueur. Vous avez vécu avec nous le voyage, chaque jour, comme si vous aussi, vous étiez dans la calèche. Ce résumé, c'est un peu choisir la facilité. C'est un peu vouloir garder les moments intéressants et en mettant de côté les moments plus difficiles ou moins palpitants. Mais c'est ce qui fait pourtant toute l'essence du voyage. Les hauts, les bas, les moments riches, les moments pauvres, les moments rapides, les moments lents. Et je pense que si la série Les Pionniers vous a autant marqué, c'est parce que durant le visionnage des vlogs, vous étiez au même rythme que nous. Faire ce résumé est un exercice intéressant, mais pour le final, je pense que le vlog 57 se suffit à lui-même. C'est un vlog qui se regarde à part des autres. En effet, vous n'avez pas besoin d'avoir visionné les 56 autres vlogs pour pouvoir comprendre le 57. Ce dernier vlog, je l'ai monté comme si quelqu'un découvrait pour la première fois l'aventure Les Pionniers, sans jamais avoir visionné un autre vlog. C'est presque un film à lui tout seul. Ce vlog dure 1h45. Et j'y ai tellement mis d'énergie et d'amour que je ne peux même pas le résumer en 1 minute, ni 2, ni 3. Donc si vous découvrez l'aventure Le Pionnier avec cette vidéo, déjà merci de l'avoir visionné, mais je vous invite vivement, pour découvrir le final, d'aller visionner le vlog 57, nommé Tous les chemins mènent ici, que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo, car maintenant que je vous ai fait un résumé de notre aventure, vous avez toutes les clés en main pour le savourer. Merci d'avoir visionné ce récapitulatif, c'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.